On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la notion de valeur absolue. On va voir de quoi ça parle, quelle est la signification de cette notion, de quelle façon on l'utilise, quelles sont les propriétés que l'on peut extraire de cette notion. Voilà, on va essayer vraiment de brasser large sur cette notion. Alors, tout d'abord, de quoi on parle quand on parle de valeur absolue? Concrètement, quand on parle de valeur absolue d'un nombre, eh bien en fait on parle de la valeur qui correspond à l'écart entre ce nombre et 0. Quand on parle de la valeur absolue d'un nombre, on commence d'abord par la valeur absolue d'un nombre et ensuite on élargira au cours de la vidéo. Mais là, si on parle de la valeur absolue d'un nombre, c'est tout simplement l'écart de ce nombre à 0. Et après, on verra justement que la valeur absolue de deux nombres est la valeur de l'écart entre ces deux nombres. Alors, on va voir qu'il y a une subtilité. Et justement, si vous avez suivi les tout premiers cours, vous devez sûrement vous dire que quand on parle d'un écart, on fait nécessairement une soustraction. Donc pourquoi introduire une nouvelle notation pour exprimer un écart, sachant que on sait déjà que quand on fait une soustraction, ça indique un écart. On va voir qu'il y a une problématique qui peut émerger si on ne considère pas les choses en termes de valeur absolue. Mais tout d'abord, sur des questions élémentaires, comment ça se note la valeur absolue d'un nombre? Ça se note comme ça. On prend le nombre, on met deux barres, et ça signifie la valeur absolue du nombre A. Ce qui signifie A moins 0, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre A et 0. Écart que l'on peut représenter ici. Par exemple, si je dis que la valeur absolue de A c'est égal à 2, ça signifie que l'écart entre A et 0, c'est un écart de 2 unités. Et c'est là que la notion de valeur absolue va avoir son importance. En effet, si je dis que la valeur absolue de A est égale à 2, ça veut donc dire que ce nombre A, il se trouve à 2 unités d'écart de 0. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il se trouve à 2 unités d'écart dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Et c'est là qu'il va y avoir une problématique. Et justement, ce que considère la valeur absolue, c'est l'ensemble des possibilités, c'est-à-dire l'ensemble des nombres A ici, qui sont à une distance de 0, qui correspond à une distance de 2 unités. Et donc il existe deux valeurs possibles ici, 2 et moins 2. En effet, regardez, si je prends l'écart qu'il y a entre 2 et 0, cet écart il est de 2 unités. Donc la valeur absolue de 2, c'est 2. Mais si je prends le chiffre moins 2, l'écart entre moins 2 et 0, c'est un écart de 2 unités aussi. Alors, je peux aussi dire moins 2, c'est pareil. Ça, c'est juste pour mettre en exergue que on parle du chiffre moins 2. Mais, bien sûr, là, on parle d'un écart. Donc, c'est un écart de 2 unités. C'est la valeur de l'écart qui correspond à la valeur absolue. Là, on a pris un nombre A quelconque. Mais en fait, on a vu que ce nombre A, ça pouvait être 2. Ça pouvait être aussi moins 2. Parce que dans les deux cas de figure, l'écart de 2 à 0 est le même que celui de moins 2 à 0. C'est un écart de 2 unités. Et la valeur de cet écart, c'est-à-dire 2 unités, c'est la valeur absolue. Et vous voyez que ça rajoute quelque chose par rapport à ce qu'on faisait de façon un peu plus classique pour exprimer des écarts. Et il y avait une autre problématique que l'on va justement résoudre ici, qui était celle des écarts négatifs. Quand je vous dis par exemple 2 moins 3, ça fait moins 1. Est-ce que l'écart entre 2 et 3, c'est un écart de moins 1? Non, ça n'a pas de sens de parler d'un écart négatif. Un écart, ça renvoie forcément à une distance. À une distance qui sépare deux valeurs, par exemple. Il n'y a pas de distance négative, ça n'a pas de sens, d'accord? Et donc forcément, quand on parle d'un écart, il faut nécessairement que ce soit positif ou nul. Bien sûr, l'écart nul, c'est tout simplement aucun écart. Et du coup, ce qu'on remarque avec la valeur absolue, c'est que si je prends la valeur absolue de 2 ou la valeur absolue de moins 2, eh bien dans tous les cas, on voit que le résultat il est positif. C'est un résultat qui nous indique la valeur de l'écart qui sépare deux
de 0 et qui sépare moins 2 de 0. La valeur absolue de 2 et la valeur absolue de moins 2 sont nécessairement positives parce que ce sont des valeurs d'écart. Et là, on le représente vraiment bien avec justement des intervalles. Et bien sûr, la valeur absolue de 0, c'est 0, parce que la distance de 0 à 0, c'est 0. Il n'y a aucun écart entre ces deux valeurs. Et donc, la valeur absolue de 0, c'est 0. Et donc là, c'est très intéressant parce que l'avantage avec les valeurs absolues, c'est que maintenant, on n'a plus ce problème d'avoir ou de pouvoir avoir des écarts qui valent quelque chose de négatif. C'est-à-dire, quand je fais une soustraction, que je tombe sur un nombre négatif au final. Ça, c'est plus possible avec les valeurs absolues, car si je prends la valeur absolue d'un nombre positif ou la valeur absolue d'un nombre négatif, dans les deux cas, le résultat est positif. Parce que le résultat va juste m'indiquer l'écart ou la valeur de l'écart. Le nombre d'unités qui sépare une valeur d'une autre. Ici, la valeur 2 de la valeur 0. On peut du coup généraliser ici, en disant que si le nombre A en question est positif, alors sa valeur absolue, c'est elle-même. Donc par exemple, on a vu que la valeur absolue de 2, c'est 2. C'est-à-dire que l'écart entre 2 et 0, c'est un écart de 2 unités. Et la valeur absolue d'un nombre négatif, et là regardez, petite subtilité, la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est moins A. Alors regardez bien, c'est là qu'il faut juste être concentré un peu. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moins A, c'est un nombre positif. Pourquoi ? Parce qu'on a dit A, on est dans le cas où A est inférieur à 0. Donc oubliez le moins qui est devant pour l'instant. Si vous oubliez le moins qui est devant, là on est dans le cas où A est négatif. Mais un nombre négatif, si je le multiplie par moins 1, il devient positif. Donc ici c'est toujours positif. Donc finalement, quel que soit les cas, que A soit positif ou négatif, la valeur absolue vaudra quelque chose de positif. On a mis un moins ici, parce que si on ne mettait pas un moins, on aurait quelque chose de négatif, puisqu'ici on est dans le cas où A est inférieur à 0. Or, on a dit que quand le nombre à l'intérieur ici est inférieur à 0, par exemple celui-ci, sa valeur absolue, c'est elle-même, mais en positif. On voit que la valeur absolue de moins 2, c'est l'opposé de moins 2, c'est-à-dire 2. L'opposé de moins 2, c'est moins 2, c'est-à-dire 2. Donc tout ça pour vous dire que, on précise bien que, quel que soit le signe de la valeur considérée ou dont on considère la valeur absolue, eh bien, quel que soit le signe, le résultat sera positif, si on parle de la valeur absolue d'un nombre. Que ce nombre soit positif ou négatif, sa valeur absolue sera sa forme positive. Donc là, 2, c'est déjà positif, donc sa forme positive c'est 2, et moins 2, sa forme positive c'est 2, tout simplement. Alors maintenant, si on élargit les situations possibles, on peut se demander quelle est la valeur absolue de A moins B. Alors A c'est un nombre quelconque, B c'est un nombre quelconque. Qu'est-ce que ça veut dire la valeur absolue de A moins B? Ça veut tout simplement dire l'écart qui sépare A de B. Au début, on a pris un cas particulier où B était égal à 0. Là maintenant, on élargit, si B n'est pas égal à 0, la valeur absolue de A moins B, c'est un nombre dont la valeur correspond à la valeur de l'écart qui sépare A et B. Donc là, je vous ai pris un exemple. La valeur absolue de 5 moins 2, c'est 3. Pourquoi ? Tout simplement parce que la valeur d'écart entre 5 et 2, c'est 3. Il y a 3 unités qui séparent 5 et 2. Et donc nécessairement, la valeur absolue de 5 moins 2, c'est 3. Or, on a une petite subtilité que l'on peut déduire de ce qu'on a déjà vu avant. Donc, pour voir justement plus simplement ce qu'on est en train de faire ici, à la lueur de ce qu'on a énoncé déjà dans les cas précédents, ce 5 moins 2, on va l'appeler autrement. On va l'appeler A. Grand A, on va dire que c'est une valeur qui peut être décomposée sous la forme 5 moins 2. Très bien. Donc si on revient au contexte d'avant, si on dit par exemple que la valeur absolue de A,
c'est-à-dire la valeur absolue de ça, ça vaut 3. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que soit la valeur absolue de A vaut A si A est positif, soit que la valeur absolue de A vaut moins A si A est négatif. Ça, c'est ce qu'on avait déjà dit. Hein, je rappelle que 5 moins 2, de toute façon, ça vaut 3. Donc il est normal que j'ai le 3 ici. Et le truc, c'est que du coup, comme on avait vu que, quel que soit le signe de l'élément qui est considéré ici, le résultat sera toujours sa forme positive, et bien que je prenne 5 moins 2, ou que je prenne son opposé, moins 5 moins 2, moins 5 moins 2, ça vaut ça d'ailleurs, et bien dans les deux cas, la valeur absolue de 5 moins 2 ou de 2 moins 5, ce sera la même chose. Ce sera la même chose, comme ici. La valeur absolue de 2, c'est 2. La valeur absolue de moins 2, c'est 2 aussi. Vous voyez? Et là, c'est pareil. La valeur absolue de 5 moins 2, c'est 3. La valeur absolue de moins 5 moins 2, c'est 3 aussi. Parce que l'écart qui sépare 2 et 5, c'est aussi un écart de 3 unités. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est juste que, qu'on soit dans ce contexte-là ou dans ce contexte-là, c'est toujours la même chose. Ici, j'ai cette expression, je l'ai appelée A, juste pour que ça prenne une forme qui ressemble à celle qu'on a vue ici, et pour vous montrer que c'est vraiment la même chose, en fait. Ce que vous devez retenir, c'est que quand on parle de valeur absolue, que l'on considère la valeur absolue d'un nombre ou la valeur absolue de ce nombre-là sous sa forme opposée, dans les deux cas, on retrouvera la même valeur absolue. Voilà. Alors un cas un petit peu plus subtil, qui est celui, par exemple, des inégalités avec des valeurs absolues. Qu'est-ce que l'on peut interpréter à ce niveau-là? Alors éventuellement, dans une autre vidéo, on verra plus concrètement comment on peut gérer des équations ou des inéquations avec des valeurs absolues. Et toujours en est-il que là, on s'intéresse d'abord à cette notion en elle-même et à son sens, et à qu'est-ce qu'on peut déduire comme propriété de celle-ci. Alors si on considère par exemple la valeur absolue de A moins B, c'est-à-dire, encore une fois je le rappelle, l'écart qu'il y a entre A moins B, et qui est inférieur à la valeur absolue de A moins C, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre A et C. Qu'est-ce que ça signifie cette expression? Ça signifie que l'écart qu'il y a entre A et B est inférieur à l'écart qu'il y a entre A et C. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement? Là, je vous l'ai représenté simplement. Ici, cette distance-là, c'est la distance qui correspond à l'écart entre A et moins C. A et C, c'est pareil, de toute façon, là encore une fois, A et moins C et A et C, encore une fois, c'est la même distance. Il y a deux unités qui séparent ces deux-là, dans l'exemple que j'ai donné. Et là, on voit que c'est l'écart entre A et B. Et l'écart entre A moins B, on a dit que c'est le même écart dans tous les cas. Et donc, on voit que l'écart qu'il y a entre A et B, de manière générale, est plus petit que l'écart qu'il y a entre A et C, que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et c'est simplement la traduction de cette inégalité. On est tout simplement en train de dire que l'écart entre A et B est plus petit que l'écart entre A et C. Donc vous voyez que l'intérêt principal des valeurs absolues, c'est vraiment de pouvoir considérer des écarts sans se préoccuper de est-ce qu'on va avoir un résultat négatif à la fin, parce que si on a un résultat négatif, ça pose problème. Un écart négatif, ça n'a pas de sens. Il n'y a plus ce problème avec les valeurs absolues. Et aussi, la valeur absolue, ça permet de considérer tous les cas de figure. Car, par exemple, si je vous dis la valeur absolue de A est égale à 3, ouais, mais dans quel sens? Et justement, la valeur absolue, elle est là pour considérer tous les sens possibles. Donc c'est ça aussi l'avantage de la valeur absolue, c'est que vraiment on considère l'écart entre deux valeurs de la façon la plus approfondie possible et la plus synthétique possible aussi, à travers des expressions très simples. Très bien, donc pour résumer pour l'instant, on a vu que la valeur absolue, c'est tout simplement la valeur qui correspond à un écart. Donc la valeur absolue d'un nombre, c'est la valeur de l'écart entre ce nombre et 0.
la valeur absolue de deux nombres, c'est la valeur de l'écart qu'il y a entre ces deux nombres. Et maintenant, on peut déduire des propriétés plus spécifiques de la valeur absolue. Par exemple, est-ce que la valeur absolue d'un produit, x fois y par exemple, c'est égal au produit des valeurs absolues? Question qu'on peut se poser. Eh bien, il va falloir procéder à ce qu'on appelle une disjonction de cas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une disjonction de cas? Lorsqu'on veut démontrer quelque chose, on n'est pas forcément obligé de le démontrer d'un coup. On peut démontrer une partie d'une propriété, montrer que dans certaines conditions ça marche, et puis considérer d'autres cas, d'autres conditions différentes, et voir si ça marche aussi dans ces conditions différentes, et donc conclure au final que comme ça marche dans l'ensemble des cas considérés, eh bien on peut affirmer de manière générale qu'une propriété est vraie ou qu'une propriété est fausse, ça dépend de ce qu'on veut démontrer. Et donc on va considérer les différents cas. Et pourquoi on va faire une disjonction de cas? Parce que la valeur absolue d'un nombre peut être la valeur absolue de ce nombre ou de sa valeur opposée. Comme on l'a vu, par exemple, la valeur absolue de 2 et la valeur absolue de moins 2, c'est pareil. Mais on a vu que la valeur absolue de A, c'est égal à moins A si A est négatif. Et donc il va falloir considérer tous les cas de figure pour voir si dans l'ensemble des possibilités, on a cette propriété qui est vérifiée. Et si c'est le cas, on pourra dire que de manière générale, quel que soit le signe de x, quel que soit le signe de y, etc., on pourra toujours dire ça. Donc pour pouvoir effectivement affirmer ceci, il faut que l'on considère l'ensemble des cas de figure possibles, le cas où x est positif ou nul, le cas où x est négatif, etc. On a le premier cas de figure où on a x qui est positif ou nul, je dirais positif pour aller vite. Parce que quand c'est nul, c'est trivial. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Et valeur absolue de 0, c'est égal à valeur absolue de 0. Voilà, c'est pas très intéressant. Donc je dirais juste positif, mais voilà, on considère vraiment tous les cas pour être très général. Et on considère y positif aussi. Dans ce cas-là, le produit des deux est positif. Ben oui, si j'ai quelque chose de positif fois quelque chose de positif, le tout est positif, le produit des deux est positif. Si ça vaut 5 et ça vaut 2, 5 fois 2 ça fait 10. 10 c'est bien supérieur à 0, voilà, par exemple. Donc on a ceci qui est supérieur à 0. Mais alors, si ceci est supérieur à 0, c'est que c'est égal à sa valeur absolue. Et oui, effectivement, rappelez-vous, on a dit valeur absolue d'un nombre, c'est égal à ce nombre-là, si ce nombre est positif. Or, c'est le cas, dans ce cas de figure-là. Donc on a que ceci est égal à cela, sauf que x, c'est égal à valeur absolue de x, si x est positif. C'est le cas. Et y, c'est égal à valeur absolue de y, si y est positif. Et c'est le cas, dans le cas qu'on est en train de voir. Et donc je peux remplacer x par ça, et je peux remplacer y par ça. Et donc j'aurai que valeur absolue de x fois y, c'est égal à valeur absolue de x fois valeur absolue de y. Très bien, donc dans ce cas-là, ça marche. Maintenant, si x est positif et que y est négatif, le produit des deux est négatif. Quelque chose de positif fois quelque chose de négatif, ça nous donne quelque chose de négatif. Mais si ça c'est négatif, c'est-à-dire que la valeur absolue de ça, c'est égal à moins cette chose-là, conformément à ce qu'on a vu dans ce qu'on avait énoncé tout à l'heure. Bien sûr, comme on n'a que des multiplications moins 1 fois x fois y, on peut s'émanciper des parenthèses et aussi on peut changer l'ordre. C'est ce que je fais là. Donc on a que ceci est égal à cela, sauf que x est égal à valeur absolue de x si x est positif, ce qui est le cas dans ce qu'on a posé, et moins y, c'est égal à valeur absolue de y si y est négatif, ce qui est le cas dans ce qu'on a posé. Donc je peux remplacer x par ça, je peux remplacer moins y par ça, et donc effectivement je me retrouve encore avec ce résultat.
Si x est négatif et que y est positif, bah en fait, on va se retrouver avec le même cas de figure. On va appliquer les mêmes choses, mais c'est juste que ce qu'on a fait ici pour y, on le fera pour x. Ce qu'on a fait pour x ici, on le fera pour y, dans ce cas-là. Voilà. Et si x et y sont négatifs, bah le produit des deux est positif, car moins fois moins, ça fera plus. Mais dans ce cas-là, si ceci est positif, on se ramène à ce cas de figure dont on avait bien montré que la propriété qu'on avait supposée ici marchait bien. Et donc ça marche aussi si les deux sont négatifs. Donc en fait, ça marche dans tous les cas. Et donc dans tous les cas, quel que soit le signe de x, y, on pourra dire que valeur absolue de x fois y, c'est égal à valeur absolue de x fois valeur absolue de y. Donc ça, c'est possible effectivement. Mais on peut aller plus loin parce que du coup, pour la valeur absolue d'un quotient, est-ce qu'on peut dire que du coup c'est égal à ça, au quotient des valeurs absolues? Oui, parce que ça, finalement, on peut le transformer en une multiplication. On va retomber dans le cas de figure d'avant. On peut séparer, puisque ça, c'est ce qu'on a vu avant, on pouvait le faire. Sauf que valeur absolue de 1 sur y, bah, du coup, c'est égal à 1 sur y si 1 sur y est positif. Dans ce cas-là, on multiplie les deux. On a valeur absolue de x sur y, sauf que y, comme il est positif, bah, il est égal à sa valeur absolue. Donc on retrouve bien ceci. Et si 1 sur y est négatif, ou si 1 sur y est négatif, la valeur absolue de 1 sur y, c'est égal à moins 1 sur y. On aurait donc valeur absolue de x fois moins 1 sur y. Hein, on aurait donc valeur absolue de x sur moins y, sauf que moins y est égal à sa valeur absolue. Et du coup, bah, on retrouve la même propriété et on retrouve la même conclusion qui est que eh bien, ceci est égal à cela. Que 1 sur y soit positif ou négatif, peu importe. Donc voilà, ça c'est une propriété aussi qu'on peut utiliser de manière générale pour faire des transformations d'écriture. Autre propriété fondamentale, et là vous allez voir que on va beaucoup vous bassiner avec ça, mais il faut vraiment comprendre l'enjeu qu'il y a ici. On va montrer en quoi la racine carrée d'un nombre au carré, c'est égal à la valeur absolue de ce nombre. En effet, on sait que racine de x, ça correspond à un nombre qui, mis au carré, vaut x, si x est positif ou nul, ou moins x, si x est négatif. Si x est négatif, alors moins x est positif, et on a donc toujours un nombre positif, hein, évidemment. La racine carrée d'un nombre est forcément positif dans l'ensemble des réels. Et donc si x est négatif, bah, pour le considérer sous sa forme positive, on doit le multiplier par moins 1. Et donc là, on pourra dire que de manière générale, effectivement, la racine carrée d'un nombre, ça vaut ce nombre-là, si ce nombre est positif, et ça vaut l'opposé de ce nombre, c'est-à-dire moins ce nombre, si ce nombre est négatif. De sorte que ce nombre négatif fois moins 1 donne bien quelque chose de positif, encore une fois. Mais si vous remarquez bien ce que je viens de vous dire, en fait, je suis en train de vous ressortir les mêmes propriétés que pour la valeur absolue. Racine carrée de x carré, c'est égal à x si x est positif, ou moins x si x est négatif. Mais valeur absolue de x, c'est aussi égal à x si x est positif, ou à moins x si x est négatif. Et donc finalement, on voit que ces deux-là sont égales à la même chose. Ils sont donc égaux entre eux. Et c'est là que vous allez pouvoir comprendre qu'en fait, dire que racine de x au carré c'est égal à x, c'est une réponse incomplète. Parce que vous négligez l'autre cas de figure. Le cas de figure où x est négatif. Parce que si x est négatif, vous êtes en train de dire que racine de x au carré c'est égal à ce nombre négatif. Et là, il y a un problème. Donc, si x est négatif, eh bien, en fait, il faut considérer que racine de x au carré c'est égal à moins x.
Et x est négatif, fois moins 1, ça donne quelque chose de positif, là aussi. Donc il y a ces deux possibilités-là, pour ce cas de figure et pour ce cas de figure. Autre cas de figure fondamental, c'est cette fois-ci tout ce qui va tourner autour des inégalités ou des propriétés des valeurs absolues au niveau des inégalités. On va parler d'inégalité triangulaire. Ce terme est en lien avec le contexte des triangles. Il y a une inégalité qui ressort. On parle d'inégalité triangulaire en référence à ce contexte-là. Et si on reprend ce qu'on a dit que la valeur absolue d'un nombre est forcément positive. Forcément positive. Mais ce nombre-là en question, ce nombre en lui-même, il peut être positif ou négatif. Ça, on l'a vu aussi. Rappel, valeur absolue de A, c'est égal à A si A est positif. Et valeur absolue de A, c'est égal à moins A si A est négatif. Donc, le nombre en lui-même, il peut être négatif. Par contre, sa valeur absolue, elle est forcément positive. Et donc, si je prends un nombre A, je peux le considérer sous sa forme positive ou négative, mais sa valeur absolue sera toujours positive. Donc, au pire, quand je prends ce nombre A, il sera égal à sa valeur absolue, si A est positif, ou alors il sera inférieur à sa valeur absolue. Mais là, peut-être que vous risquez d'avoir la tête qui tourne. Pourquoi ? Parce que juste avant, je venais de vous dire que la valeur absolue d'un nombre peut être égale au nombre en lui-même ou à l'opposé de ce nombre-là, si A est négatif. Et en fait, vous savez pourquoi vous avez la tête qui tourne ? Parce que, justement, il y a quelque chose qu'il ne faut pas confondre. Et je vais essayer de régler ce point tout de suite, vous allez voir, ça va être rapide. Ici, on est bien d'accord que si A est positif, ici A ça vaut quoi ? C'est la valeur absolue. Ici, donc, ici on a la valeur absolue de A. La valeur absolue de A, on est d'accord qu'elle vaut A, si A est positif. Mais rappelez-vous ce qu'on avait dit. On avait dit que si A était négatif, et là regardez bien, c'est là qu'il faut être concentré, on avait dit que si A était négatif, alors la valeur absolue de A serait égale à moins A. Moins A. Ça, c'est ça qu'on avait dit. Mais si A est négatif, on sait que sa valeur absolue, ça vaut ce nombre A sous forme positive. Mais oui, mais là, ici, on est dans le contexte où A est négatif. Donc, il sera forcément inférieur à la valeur absolue. Donc, si on considère un A négatif, il sera forcément inférieur à la valeur absolue. Exemple, si je prends par exemple la valeur absolue de moins 5, c'est égal à 5. On est d'accord. La valeur absolue de moins 5, par contre, elle est supérieure à moins 5, tout court. Puisque moins 5, c'est un nombre négatif. Et que sa valeur absolue est forcément positive. Or, quelque chose de positif, c'est supérieur à quelque chose de négatif. Donc en fait, la valeur absolue de moins 5, elle est forcément supérieure à moins 5. Par contre, la valeur absolue de moins 5, elle est bien égale à 5. C'est ça, c'est là que vous voyez, il ne faut pas confondre les choses. Donc, pour bien préciser, encore une fois, parce que pour le cas où c'est positif, là je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté, mais pour le cas où c'est négatif, c'est là qu'il faut se concentrer. Donc, pour bien distinguer les deux cas de figure, quand A est négatif, si A est négatif, forcément, la valeur absolue de ce nombre négatif sera égale à moins ce nombre négatif, mais sera supérieur à ce nombre négatif tout court, puisqu'un nombre négatif est forcément inférieur à une valeur absolue, puisque la valeur absolue vaut quelque chose de positif. Ceci étant dit, on peut donc dire que de manière générale, la valeur absolue de A, elle est supérieure ou égale à A, parce que au pire,
A est négatif, du coup la valeur absolue de A sera supérieure à A. Au mieux, A est positif, donc la valeur absolue de A sera égale à A. Et donc, valeur absolue de A, de manière générale, ce sera supérieur ou égal à A. Est-ce que ce sera supérieur ou égal? Ça dépendra du signe de A. Si A est positif, c'est égal à A. Si A est négatif, la valeur absolue de ce A négatif sera supérieure à ce A négatif tout seul. Donc on a montré de manière générale que si on prend la valeur absolue d'un nombre, ce sera supérieur ou égal à ce nombre-là, de manière générale. Donc si je prends la valeur absolue de A, ce sera supérieur ou égal à A. Si je prends la valeur absolue de B, ce sera supérieur ou égal à B. Or, et c'est là que on va commencer à construire des choses intéressantes en termes d'inégalité. On sait que si je prends un A quelconque supérieur à un B et que je prends un A' supérieur à un B', alors A plus A' est supérieur à B plus B'. Pourquoi? On repart de ça. Là, j'ai déjà A qui est supérieur à B. Maintenant, j'ajoute ici A' et là, j'ajoute B'. Vu que B' est plus petit que A', je vais ajouter de ce côté quelque chose qui est plus grand que ce que je vais ajouter de ce côté. Et donc forcément, le tout ici sera plus grand que le tout qui est là. C'est ce que j'écris ici. Là, j'avais déjà au départ A qui était supérieur à B. En plus, je vais ajouter quelque chose de plus grand ici que ce que j'ajoute là. Donc forcément, le tout ici sera plus grand que le tout ici. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec les valeurs absolues. Si ceci est supérieur à cela et que ceci est supérieur à cela, alors ceci est supérieur à cela. C'est ce que je dis. Là, je le rappelle ici, si ceci est supérieur à cela et que ceci est supérieur à cela, alors la somme des deux est plus grande que la somme des deux. C'est juste le contexte général ici que j'applique là. Or, si je prends A plus B ici, on sait que A plus B est égal à sa valeur absolue, puisque A plus B est positif, dans le contexte que je considère ici. Donc, du coup, je peux remplacer A plus B par valeur absolue de A plus B. Et donc, au lieu d'avoir ça ici, je vais plutôt écrire ça. Et j'ai donc, vous voyez, ceci. Quelque chose de très intéressant qui nous dit que la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B, c'est supérieur ou égal à la valeur absolue de A plus B. Donc, ça veut dire que valeur absolue de A plus valeur absolue de B, c'est pas forcément égal à la valeur absolue de A plus B. Et si je fais un petit retour sur ce qu'on a vu tout à l'heure, vous rappelez-vous, on avait dit que par exemple, si je prends x fois y, la valeur absolue de x fois y, c'est égal à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Tout temps égal. Juste égal. Alors que quand je fais une somme, cette fois-ci, c'est pas nécessairement égal. Je rappelle, tout à l'heure, on a prouvé que la valeur absolue d'un produit, c'était égal au produit des valeurs absolues. Mais maintenant, on vient de montrer que la valeur absolue d'une somme, ce n'est pas forcément égal à la somme des valeurs absolues. C'est ça la subtilité aussi avec les valeurs absolues, comme on peut le voir. Mais on peut aller aussi un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que on sait que du coup la valeur absolue de A elle est supérieure ou égale à moins A. Ça, il n'est pas faux de dire ça. Pourquoi c'est pas faux de dire ça? Si A est égal à 5, la valeur absolue de 5, c'est plus grand que moins 5. Mais si A est égal à moins 5, par exemple, donc on aurait que la valeur absolue de moins 5 est égale à la valeur à moins 5. Donc moins 5, ça fait bien 5. Et effectivement, la valeur absolue de moins 5, ça fait bien 5. Donc encore une fois, soit ceci est plus grand que cela,
soit ceci est égal à cela, suivant le signe de A. Pareil ici, donc là, si ceci est plus grand que cela et que ceci est plus grand que cela, la somme des deux est plus grande que la somme des deux, mais moins A plus moins B, ça fait moins A moins B. Je peux factoriser par moins 1. Et donc je me retrouve avec ceci, d'accord? Sauf que moins A plus B, la valeur absolue, c'est égal à sa valeur absolue. On avait dit que je prenne A plus B ou que je prenne moins A plus B, ce nombre-là que je peux décomposer en A plus B et sa forme négative sont toutes deux égales à la valeur absolue de A plus B. Ça, on l'avait vu et revu dans ce que l'on a énoncé tout à l'heure. Donc ça aussi, je peux le remplacer par valeur absolue de A plus B. Et donc j'aurai donc que ceci est supérieur ou égal à cela. Pourquoi on a considéré aussi ce cas de figure? Parce qu'on pourrait se dire tout simplement, ah oui, mais ceci c'est vrai que quand A plus B est positif. Non, là on a montré que même quand c'est négatif, ça marche. De manière générale, effectivement, c'est vrai. La somme des valeurs absolues est supérieure ou égale à la valeur absolue de la somme. Tout simplement. Alors il y a une autre façon que l'on peut considérer pour pouvoir démontrer cette propriété, c'est de passer par les identités remarquables. On sait que du coup la valeur absolue de la somme de deux nombres au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à simplement la somme de ces deux nombres au carré. Donc là, je développe l'identité remarquable. Et évidemment, on sait que x au carré, c'est plus petit que valeur absolue de x au carré. Pareil ici, le 2, valeur absolue de 2, ça fait 2, donc j'ai pas besoin de préciser les choses. Donc en fait, cette expression, d'accord, cette expression elle est forcément supérieure ou égale à celle-ci. Et ce qu'on est en train de dire ici, ça découle du principe qu'on avait énoncé là et là. Et donc, on a bien ceci. Sauf que ça, c'est quoi? C'est tout simplement, quand on factorise, ça vaut ceci. Quelque chose au carré, plus 2 fois cette chose-là fois autre chose, plus cette autre chose au carré. Et bien, effectivement, je peux, par identité remarquable, refactoriser comme ceci. Or, on est parti de là. On arrive à ça, mais avec, attention, une inégalité qui est apparue. Et j'ai donc que ceci est inférieur ou égal à cela, ce que je retraduis ici. J'applique la racine carrée de chaque côté, d'accord? Et j'ai donc bien que ceci est inférieur ou égal à cela. Et évidemment, je peux considérer l'autre cas avec le moins et trouver effectivement que ceci est inférieur ou égal à cela. Et du coup, déduisant ceci, d'accord, je peux généraliser, d'accord? Pourquoi? Parce que je peux considérer que x moins y, c'est x plus moins y. Mais du coup, là, on se ramène au cas de la somme, d'accord? Sauf que du coup, on a une somme avec moins y. Donc en fait, là, j'ai pas y, mais moins y. Du coup, je vais avoir moins y ici. Et comme valeur absolue de moins y, c'est égal à valeur absolue de y, je vous rappelle l'exemple qu'on avait vu au début. Valeur absolue de moins 2, c'est égal à valeur absolue de 2. Je peux donc remplacer valeur absolue de moins y par valeur absolue de y. C'est ce que je m'empresse de faire ici. Tout simplement, pour en arriver à là. Pourquoi? Parce que x plus moins y, c'est bien égal à x moins y. Et donc j'ai aussi que valeur absolue de x moins y, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Et donc vous voyez, il y a plein de propriétés que l'on peut déduire lorsque l'on parle de somme ou de soustraction avec des valeurs absolues. C'est-à-dire que lorsque l'on a la somme d'une valeur absolue et qu'on veut considérer la valeur absolue des sommes. Et de voir comment on peut du coup considérer la relation entre ces deux façons d'écrire des valeurs absolues.
dans le cas d'addition et de soustraction. Et on voit que c'est un peu différent d'avec la multiplication. Alors d'autres choses que l'on peut déduire avec les propriétés sur les sommes et les soustractions de valeur absolue, c'est ce qu'on va voir ici. Alors, si je prends par exemple la valeur absolue de A, je peux très bien dire que c'est égal à la valeur absolue de A plus B moins B. Si j'ajoute B et que j'enlève B, c'est comme si j'avais rien fait. En termes de valeur, ça ne change rien. C'est-à-dire que ça, c'est bien égal à ça. Mais le fait de rajouter ça, ça va me permettre de faire des choses. Grâce aux propriétés que l'on a démontrées juste avant, on va pouvoir, du coup, faire une petite transformation d'écriture ici qui va nous amener à ça. En fait, on peut changer l'ordre, on peut dire que A plus B moins B, c'est pareil que A moins B plus B. C'est la même chose. Du coup, si je considère A moins B d'à côté et que je fais la somme de A moins B plus B, j'ai donc la valeur absolue d'un nombre, donc ce nombre que j'ai décomposé en A moins B, j'ai la valeur absolue d'un nombre plus un autre. Et je sais que dans ce cas-là, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de ce nombre plus la valeur absolue de l'autre nombre, conformément à l'inégalité triangulaire et aux autres formes dérivées que l'on a déduit précédemment. Très bien. Sauf que A moins B plus B c'est égal à A. Donc finalement, j'ai que valeur absolue de A, c'est inférieur ou égal à ceci. Et si je soustrais par valeur absolue de B de chaque côté, je retrouve cela. Et on peut aller plus loin. Parce que valeur absolue de B, c'est égal à valeur absolue de B moins A plus A. Même logique. Je peux séparer et bien rappeler l'inégalité, conformément à ce qu'on avait déduit précédemment. Sauf que B moins A plus A, ça fait B. Je soustrais par valeur absolue de A de chaque côté, et je retrouve ceci. Sauf que valeur absolue de B moins A, ça vaut B moins A, d'accord, si B moins A est positif. Mais je rappelle juste que B moins A, c'est moins A plus B, c'est pareil. Ça par contre, c'est moins évident à voir, c'est pour ça que là, je vais le commenter. Ceci, je peux le transformer en cela. Pourquoi ? Moins 1 fois A, ça fait quoi ? Ça fait moins A. Moins 1 fois moins B, ça fait plus B. Vous voyez, donc ceci, c'est la même chose que cela. Sauf que moins A moins B, c'est égal à valeur absolue de A moins B. Pourquoi ? Parce que valeur absolue de A moins B, ça vaut A moins B si A moins B est positif, ça vaut moins A moins B si A moins B est négatif. Et si B moins A est négatif, la valeur absolue de B moins A, ça vaut moins B moins A. C'est-à-dire, je distribue le moins, ça fait moins B, moins A, c'est-à-dire plus A. Moins B plus A, ça fait A moins B. J'ai juste changé l'ordre. Mais sauf que A moins B, c'est égal à valeur absolue de A moins B. Et donc finalement, ça et ça, c'est égal à la même chose. D'accord ? Donc, quel que soit le signe de B moins A, que B moins A vaille quelque chose de positif ou négatif, dans les deux cas, ça vaudra toujours ceci. Donc, de manière générale, ceci, c'est égal à cela. C'est ce que je traduis ici. Et du coup, comme on a dit que ceci, qu'on retrouve là, c'était supérieur ou égal à cela, mais qu'on a dit que ceci, c'était aussi égal à cela, alors en fait, ça, c'est supérieur à ça. D'accord ? J'ai juste pris valeur absolue de B moins A, et je le remplace par valeur absolue de A moins B, puisqu'on a prouvé que c'était la même chose. Et je me retrouve donc avec ça. On peut aller encore plus loin. Ça, c'est peut-être des propriétés que vous allez voir dans les études supérieures. Mais peut-être que vous les rencontrerez aussi plus tôt. Qu'est-ce que vaut la valeur absolue de l'écart des valeurs absolues ? Ça a l'air un peu plus complexe là. On va procéder comme d'habitude par disjonction de cas. Avec les valeurs absolues, c'est toujours comme ça, quasiment tout le temps comme ça. Valeur absolue de B moins valeur absolue de A.
bah, ça vaut tout ce qui est là-dedans si tout ce qui est là-dedans est positif, ou alors ça vaut l'opposé de tout ce qui est là-dedans si tout ce qui est là-dedans est négatif. Hein, parce qu'il est possible que valeur absolue de A soit plus grand que valeur absolue de B. Imaginez que valeur absolue de B ça vaut 2 et que valeur absolue de A ça vaut 3. Bah 2 moins 3 ça fait moins 1. Mais multiplié par moins 1 ça fait 1. Voilà. Donc il y a toujours ces deux possibilités là. Si on a ça, bah on peut rappeler que ceci est inférieur ou égal à cela, conformément à ce qu'on a démontré avant. Si on est dans ce cas de figure, bah je peux distribuer le moins, j'ai moins valeur absolue de B, moins valeur absolue de A, ça veut dire plus A ou plus valeur absolue de A. Je peux changer l'ordre, sauf qu'on a montré que ceci, que j'aurais écrit là, c'est inférieur à cela, inférieur ou égal. C'est ce qu'on avait déjà démontré ici. Je vous le montre ici, je retranscris là. Donc en fait, dans les deux cas de figure, on aura ceci qui sera inférieur ou égal à cela. On peut donc dire ceci. Ça, du coup, c'est une autre propriété que l'on peut avoir avec les valeurs absolues. Très bien, donc voilà un petit peu les éléments les plus importants pour les valeurs absolues lorsque l'on considère des sommes de valeurs absolues. De bien comprendre que il ne faut pas dire que la valeur absolue d'une somme, c'est forcément égal à la somme des valeurs absolues. C'est pas forcément le cas. Là, il y a des inégalités qui apparaissent pour la simple et bonne raison que on avait vu que, si on revient au cas le plus simple, valeur absolue de A, c'est supérieur ou égal à A. Pour les raisons qu'on a expliquées. Et juste à cause de ça, il y a toutes ces propriétés que l'on a fait ressortir. Donc vous voyez que, juste à cause de ça, on a dû extraire énormément de propriétés différentes. Autre propriété, alors celle-ci par contre elle est hyper fondamentale. Ce qu'on va démontrer, hein, c'est que valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à un nombre, que j'ai appelé epsilon, ça c'est le symbole de epsilon. Vous entendrez parfois parler de epsilon, surtout avec les valeurs absolues. On va montrer que ceci est équivalent à dire que x est compris entre a moins epsilon et a plus epsilon. Et que ça revient aussi à dire que x appartient à cet intervalle, qui va de a moins epsilon à a plus epsilon. Alors si vous avez vu ma vidéo sur les intervalles, à partir de ça, vous pouvez tout de suite déduire ceci. Par contre, dire que ceci est équivalent à cela, ça paraît moins évident. Et on va démontrer que c'est effectivement le cas. On va donc partir de ceci, et on sait que ceci c'est égal à cela. On avait déjà dit que si je prends par exemple racine de x au carré, c'est égal à valeur absolue de x. Bah, racine carrée de x moins a le tout au carré, c'est bien égal à valeur absolue de x moins a. Hein, donc là, je vais dans l'autre sens. Partant de ceci, je déduis cela. Je mets tout au carré. Je soustrais par epsilon carré de chaque côté. Et là, je me retrouve avec quelque chose de la forme a au carré moins b au carré. Je peux donc factoriser tel qu'on avait vu dans la vidéo sur la factorisation. On sait que a au carré moins b au carré est factorisable en a plus b fois a moins b. Alors je précise parce que la transformation peut paraître un peu rapide. Par la propriété d'associativité, je peux dire que x moins a, entre parenthèses, moins epsilon, c'est pareil que x moins, entre parenthèses, a moins epsilon. Ça, c'est le principe d'associativité qui le permet. Et donc, au lieu de dire bah, x moins a plus epsilon fois x moins a moins epsilon, et ben je dis simplement la même chose, sauf que les parenthèses ne vont pas être aux abords de x moins a, mais aux abords de a plus epsilon et a moins epsilon. Donc, ce qu'on aurait fait de manière générale, vous pouvez le faire, vous pouvez très bien dire, ceci c'est égal à x moins a plus epsilon fois x moins a moins epsilon. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais c'est juste que j'ai changé l'endroit où je mettais les parenthèses.
Parce que ça va nous servir pour la suite. Pourquoi ça va nous servir pour la suite? Parce que là, regardez qu'est-ce qui se passe. J'ai un produit, j'ai tout ça fois tout ça, qui est négatif ou nul. Ah, là, il faut qu'il y ait une lumière qui s'allume dans votre tête. Pourquoi? Parce que si j'ai un produit qui vaut quelque chose de négatif, ça veut dire que l'un des deux éléments du produit est négatif. Parce que si ceci est négatif et que ceci est positif, négatif fois positif, ça fait bien négatif. Et si ceci est négatif et que ceci est positif, le produit des deux vaut aussi quelque chose de négatif. Donc on a aussi la possibilité où ceci est égal à 0. Donc ceci fois cela, ça fera bien quelque chose qui est égal à 0. Et pareil dans l'autre sens. Et donc là, il va falloir considérer qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble des cas. Et on va voir du coup qu'est-ce que l'on peut déduire dans l'ensemble des cas. Et si dans l'ensemble des cas, on déduit une même propriété, on va pouvoir dire que de manière générale, quel que soit le signe de x moins a, etc., on aura cette propriété qui sera vérifiée. Donc ça va aller très vite en fait. Donc supposons que ce soit cette valeur-là qui soit positive et cette valeur-là qui soit négative. Que x moins a plus epsilon soit positif et que x moins epsilon soit négatif. Dans ces cas-là, ici, je peux additionner par a plus epsilon de chaque côté. Ça va s'annuler ici et on va avoir du coup ceci. Je mets le moins a plus epsilon de l'autre côté, entre guillemets. Et là, du coup, pareil, je mets le moins a moins epsilon de l'autre côté, mais du coup le signe change, parce que j'additionne de chaque côté par a moins epsilon. Je me retrouve avec ceci. Et du coup, si considérer les deux cas de figure, ça revient à dire que là, j'ai x qui est plus grand que ça, et j'ai x qui est plus petit que ça. Donc x est compris entre ceci et cela. X est compris entre ceci et cela. Alors ne vous inquiétez pas, peut-être que ça peut vous paraître bizarre, mais justement, on va démontrer qu'il y a une problématique. Mais on a aussi le cas de figure où en fait c'est ceci qui est négatif et ceci qui est positif. D'ailleurs j'ai oublié de mettre un 0 ici. Mais voilà, il y a un 0 là. Donc il est possible que ceci soit positif et que ce soit plutôt cela qui soit négatif. Donc dans ce cas-là, je fais passer ça de l'autre côté et là je fais passer ça de l'autre côté. J'ai donc ceci, et j'ai donc que x est compris entre ceci et cela. Parce que x est plus petit que ça et x est plus grand que ça. Donc, x est compris entre les deux. C'est ce que je mets ici. Donc en fait, en tout, j'ai deux possibilités. Soit x est borné par ces deux expressions, soit x est borné par ces deux expressions. Et en fait, on va voir qu'en fait, il n'y a qu'un seul cas où ça peut être vrai. Dans l'autre cas, c'est sûr que c'est faux. Pourquoi? Parce que dire que ceci est plus petit que cela, qui est plus petit que cela, ça revient à dire que ceci est plus petit que cela. Indépendamment du x, j'aurai donc ceci qui est inférieur ou égal à cela. Si j'ai par exemple 2 qui est inférieur à 3 qui est inférieur à 4, 2 est inférieur à 4. Ça reviendrait à dire que ceci est inférieur à cela. Ça n'a pas de sens. Imaginez que a soit égal à 5 et que epsilon soit égal à 2. 5 plus 2, ça ne peut pas être inférieur à 5 moins 2. 5 plus 2, ça fait 7. 5 moins 2, ça fait 3. 7 n'est pas inférieur à 3, c'est pas possible. Donc en fait, on va arriver avec des absurdités avec ce cas de figure. Donc si ce cas de figure n'est pas possible, c'est que du coup, ce cas de figure n'est pas possible. Par contre, ce cas de figure est tout à fait possible. Et donc, on en conclut qu'il n'y a que ce cas de figure qui peut être considéré. Sauf qu'on part de quoi au départ? Au départ, on part du fait que la valeur absolue de x moins a soit inférieure ou égale à une certaine valeur qu'on a notée epsilon. Et on en a déduit ceci. On a déduit ceci. Et donc ça revient à dire que cela,
revient à dire cela. Du coup, dire cela, ça revient à dire que x est minoré par ça et majoré par ça. Mais si x est minoré par ça et majoré par ça, c'est que x appartient à un intervalle entre a moins epsilon et a plus epsilon, avec a moins epsilon la plus petite valeur de l'intervalle et a plus epsilon la plus grande valeur de l'intervalle, et x qui est compris dans cet intervalle. Donc on peut aussi dire que ceci revient à dire cela. Et on peut le voir avec un petit schéma. J'ai a moins epsilon, j'enlève une certaine valeur epsilon, j'ai a plus epsilon, et j'ai x qui est compris dans cet intervalle. X est plus grand ou égal à ceci, et x est plus petit ou égal à ceci. Donc x est quelque part par là. Et donc, valeur absolue de x moins a, qui est inférieure à epsilon, ça revient à dire que x est compris entre a moins epsilon et a plus epsilon. Attention, si valeur absolue de x moins a est supérieure ou égale à epsilon, là c'est plus pareil, c'est plus le même contexte. Notre démonstration ne fonctionne que dans le cas où la valeur absolue de x moins a est inférieure ou égale à un certain epsilon. Très bien. Je rajoute juste quelque chose en rapport avec ce qu'on avait vu avec les multiplications, mais je le rajoute du coup à la fin, en complément. C'est pas vraiment une démonstration, mais c'est plus pour vous montrer d'où ça sort. Pour une réelle démonstration, il faut passer par ce qu'on appelle la démonstration par récurrence. C'est un type de démonstration qui permet notamment de démontrer ce style de propriété. La démonstration par récurrence, on la verra plus tard. Mais effectivement, là, je vais montrer juste vous montrer pourquoi effectivement ça a du sens de dire que ceci est égal à cela. Que la valeur absolue de x puissance n, c'est égal à la valeur absolue de x à la puissance n. En effet, valeur absolue de x puissance n, c'est valeur absolue de x fois x fois x fois x fois x n fois. Mais comme on avait vu, on peut séparer les valeurs absolues, on peut séparer les valeurs à l'intérieur, faire le produit des valeurs absolues, mais on le fait n fois, parce qu'il y a n fois cette valeur x qui est multipliée. Et comme on sépare, on va avoir ces valeurs multipliées, mais chacune avec leur propre valeur absolue, et cela n fois. Et ça revient à dire que on a la valeur absolue de x, le tout puissance n. Et donc on peut dire que ceci est bien égal à cela. Donc ça c'est une propriété aussi que vous pouvez utiliser avec les valeurs absolues. Donc voilà, en gros, on a vu pas mal de choses sur les valeurs absolues. Il restera éventuellement à voir comment on résout concrètement des équations et des inéquations avec les valeurs absolues, mais en tout cas pour tout ce qui est comprendre d'où viennent les valeurs absolues, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle et les différentes propriétés que l'on peut extraire, normalement l'essentiel a été vu. Ici on est même allé un peu plus loin sur certains points. Donc voilà.